Alors, je suis Marcella Gargiulo, je suis professeure de psychologie à l'Université de Paris et psychologue clinicienne à l'Institut de psychologie au service des neuromyologies du professeur Bertrand Fontaine. Je travaille ici depuis 27 ans. Alors, l'errance diagnostique, moi je préfère l'appeler l'odyssée diagnostique plus que l'errance. Un peu comme l'odyssée d'Ulysse, c'est-à-dire un long voyage, plus ou moins long d'ailleurs, puisque ça dépend beaucoup de l'histoire des patients, qui est plein de péripéties, des événements assez extraordinaires et qui vont soumettre la personne à une confrontation avec des doutes, des incertitudes, des questionnements et beaucoup d'angoisse. Parce que tant que le diagnostic n'est pas fait, dans cette période, justement, avant le diagnostic, la personne va éprouver beaucoup de symptômes de la maladie sans pouvoir les nommer. Et dans cette période-là, les récits des patients que je reçois, ils sont des récits extrêmement angoissants parce que parfois ils doutent d'eux-mêmes. Ils peuvent se sentir même fous. Ils disent mais je suis folle ou je suis fou. Pourquoi je sens tout ça? Et les médecins me disent qu'il n'y en a rien. Donc cette période-là, il laisse des traces. Plus il est long, plus il laisse des traces psychologiques en termes de méfiance au corps médical, en termes d'inquiétude, en termes de frustration vis-à-vis de l'entourage qui n'a pas su comprendre, qui n'a pas su entendre. Et donc voilà, c'est une période que, si on fait un peu l'histoire, hein, dans les premières publications de la myasthénie, souvent la myasthénie, et notamment chez les femmes, était confondue avec des troubles psychiatriques. Et ça, c'est quelque chose qui a fait énormément de tort aux patients qui souvent étaient diagnostiqués comme des patients hystériques ou comme des patients qui pouvaient simuler. Ça, c'est dans l'histoire. Maintenant, on connaît mieux les symptômes de la maladie. La maladie est mieux diagnostiquée, elle est plus rapidement diagnostiquée, mais malgré tout ça, beaucoup de patients peuvent passer des mois sans avoir le diagnostic. Et cette période-là est une période qui laisse des traces très importantes. Mais ça, c'est aussi en lien avec les caractéristiques de la myasthénie, la dimension de l'invisibilité de la maladie, la difficulté à faire partager à l'autre ce que les patients éprouvent dans son corps. Et c'est vrai que la relation entre le médecin et le patient est centrale parce que seulement un médecin expert dans la maladie peut comprendre ce que le patient est en train d'éprouver. Et donc, en fait, le médecin est aussi un médicament dans la myasthénie gravis. J'ai vu beaucoup de médecins, beaucoup de médecins, et j'en ai viré beaucoup aussi. j'ai, euh, j'ai, je ne supportais pas que mes médecins me disent que je trichais en fait. J'ai entendu beaucoup de choses, que c'était dans ma tête, que je trichais, que, que je voulais me mettre en arrêt de travail. Que mon travail ne me plaisait pas alors que je m'éclatais dans mon boulot, que je ne supportais peut-être pas mes collègues. J'en ai entendu quand même beaucoup, hein. Et donc j'en ai viré beaucoup. Autre point qui est très important, c'est que quand on a vécu d'abord la période d'errance diagnostique, ensuite l'annonce du diagnostic, qu'on a eu un parcours un peu difficile avant l'annonce du diagnostic, il demeure
une certaine méfiance à l'égard d'autres médecins qui peuvent consulter pour d'autres problèmes associés qui ne sont pas en lien avec la myasthénie, et notamment l'interaction médicamenteuse. Je n'ai jamais vu chez d'autres patients autant de connaissances, autant de recherches d'informations que chez les patients myasthéniques qui savent parfaitement qu'eux, ils sont les garants de leur suivi et de la prise des médicaments. C'est-à-dire que le patient myasthénique, plus que d'autres patients, devient un véritable expert de la maladie, à la fois par les recherches qu'il fait sur Internet, par les groupes des patients myasthéniques qui sont d'une aide précieuse parce qu'ils vont échanger des informations très importantes entre eux, et bien sûr par rapport à la relation du médecin qui est celui qui informe au premier sur les possibilités d'interaction médicamenteuse. Mais les patients, ils connaissent énormément de choses et ils savent qu'ils doivent être les garants, les gardiens de leur traitement. Par contre, pour le reste, après, bon, c'est effectivement, on a fait donc des essais. Chaque fois, c'était une nouvelle thérapie. Qu'est-ce qu'on essaye? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche à avoir? Tout mon côté analytique qui est ressorti, hein, ça c'est un peu comme ça. Voilà, puis bon, et avec la capacité ensuite de ça de s'investir, quoi. Voilà. L'idée étant, comme je dis toujours, c'est bon, le malade c'est moi, j'essaie de gérer ma maladie un peu comme une entreprise, et j'en suis le directeur général de ma santé. Et je sais m'entourer de mes spécialistes, et chacun dans son domaine est compétent et hyper compétent, simplement à un moment donné, la décision doit me revenir. Dans la myasthénie, il y a plusieurs problématiques qui peuvent être intriquées. D'une part, on l'a dit peut-être, c'est la question de l'invisibilité de la maladie, qui est aussi un facteur psychologique très important. Parce que quand un patient myasthénique, il se sent épuisé de fatigue, par exemple, la fatigue, c'est pas quelque chose qui est visible, qui peut être partagé et qui peut être éprouvé par les autres. Seulement la personne myasthénique sait, c'est qu'elle éprouve quand elle est épuisée, quand elle n'arrive peut-être parfois même pas à marcher ou aller chercher les enfants à l'école. Donc, cette invisibilité joue une double fonction. Il est à la fois source parfois d'un sentiment de solitude, d'incompréhension de la part de l'entourage, et à la fois c'est quelque chose qui peut réconforter les patients, puisque l'entourage ou les milieux professionnels le regardent en disant « mais tu n'as rien, ça va ». Oh, tu en fais un peu trop quand même. Vous voyez, il y a cette double face. Certains patients vont énormément souffrir de l'invisibilité parce qu'ils reçoivent de l'entourage un message comme quoi ils exagèrent, et d'autres vont se sentir rassurés du fait que personne ne se rend compte. Et même personne peut éprouver les deux à la fois. Sale handicapée, t'es qu'une menteuse, t'es dans un fauteuil, qu'est-ce que tu fais dedans en fait Voilà. Quand je suis sur mes deux jambes, j'ai des amis de ma classe. Et quand je suis dans mon fauteuil, il y a une fille qui reste avec moi. Et c'est tout, quoi. Elle a beaucoup souffert, oui. Quand elle est rentrée en 6e, c'était vraiment compliqué parce que je me rappelle d'une fois, en plus, Jade, elle sourit tout le temps. Et je me souviens, elle rentre, elle raconte sa journée. Et Jade, elle dit « Moi aussi, je veux raconter ma journée » avec son sourire. Et puis là, elle raconte sa journée. Et pour moi, c'est très dur d'entendre ce qu'elle va dire. Pardon. Et là, elle raconte que... elle arrive en fauteuil roulant. Ce fauteuil roulant, elle l'a parce que les médecins lui ont imposé. Parce qu'elle a tellement poussé son corps à la limite. Elle arrive avec son fauteuil, tout le monde se barre dans sa classe. Je la laisse en plan dans la cour. Et c'est au bout de 15-20 minutes, la CPE qui lui dit « Jade, qu'est-ce que tu fais ici ?» En fait, elle est tellement fatiguée qu'elle a du mal à pousser son fauteuil. Son sac fait que tomber parce que les cartables ne sont pas étudiés pour être accrochés au fauteuil roulant.
Et donc voilà. Et elle arrive en cours. Et à ce même cours, le prof dit qui veut venir au tableau. Et Jade dit moi. Et là, elle se fait traiter de mytho. Parce qu'elle se lève de son fauteuil et elle marche. Donc dans mon cœur de maman, ça m'a vraiment fait de la peine. Et ce qui m'a fait le plus de peine, c'est qu'elle raconte ça en souriant tout le temps alors qu'elle est vraiment blessée. Avant, il portait un corset garchois et fallait toujours cacher. Il fallait toujours cacher parce qu'il n'aimait pas qu'on regarde. Alors le fait d'être dans un fauteuil, ça ne le dérange pas, mais ce corset, ça a été quelque chose. C'était un gros appareil en plastique que tu mettais. Et tu avais la mentonnière pour pouvoir bien étirer. Et avant, mon dos, il avait plus comme ça. Et il était tout tordu ton dos. Oui. Mais si tu n'avais pas ça, tu aurais été encore plus tordu. C'était dur d'avoir ce corset en plexiglas, surtout l'été. L'été, c'était très compliqué. Hein. On retirait tout ça, c'était trempé, il avait des blessures. Et puis le jour où il a été opéré pour l'arthrodèse, où on est parti, il a tenu à garder tous les corsets qu'il a eus au fil du temps. Il les a tous cassés avec un marteau. Pour leur dire au revoir. Ça t'a fait du bien, ça. T'as même la vidéo. Ah bah oui, ça se filme ces moments-là. Le deuxième aspect qui me semble important, c'est tout au long de la maladie, il peut survenir une modification de l'image de soi et de l'estime de soi. Et l'image de soi peut être affectée pour différentes raisons. D'une part, la prise des traitements peut provoquer une prise de poids important, un changement corporel qui peut venir atteindre le narcissisme du sujet, puisqu'il ne se reconnaît plus dans ce corps-là qui était soumis à un traitement et qui a modifié son corps, soit dans les traits du visage, soit dans l'augmentation du ventre, dans la prise de poids générale, etc. Et je trouve que ça, c'est un élément très important qui est souvent négligé. Négligé parfois aussi par le corps médical, par l'entourage qui trouve que ce n'est pas très important. Pour une personne atteinte de myasthénie, c'est très important, l'image de soi. Parce que quand on est atteint d'une myasthénie, il y a en quelque sorte tout le temps un questionnement entre, une tension plus qu'un questionnement entre c'est lui que j'ai été, c'est lui que je suis et c'est lui que j'aurais pu devenir. Comme si la myasthénie est venue provoquer une fracture entre le passé, celle que j'étais, celle que j'aurais voulu être et celle que je suis. Pourquoi ? D'une part, à cause des transformations de l'image du corps, d'autre part, parce que la myasthénie impose des limitations. On ne peut pas dire qu'on peut mener une vie totalement normale quand on est atteint d'une myasthénie. Il faut tenir compte de la fatigue, il faut tenir compte aussi des troubles visuels, il faut attendre parfois la nouvelle poussée de la maladie. Il y a tellement des événements que le patient vit et qui peut attendre et anticiper que ça fait une charge mentale, psychologique qui est considérable. Parce que l'imprévisibilité est une autre caractéristique de la maladie. Donc vous avez l'invisibilité dont on a déjà parlé, mais il y a aussi l'imprévisibilité. C'est-à-dire que la fatigue ou un nouveau signe de la myasthénie peut survenir à tout moment et on ne peut pas le prévoir. Donc vous voyez que tous ces aspects-là demandent aux patients de vivre dans une temporalité qui est particulière. Parce que quand on est en bonne santé, on fait des projets, on investit l'avenir sans se soucier de comment on va se sentir le lendemain. Et pour un patient myasthénique, parfois ça, ils sont privés de ça, de cette spontanéité dans la gestion de leur temporalité et de leurs projets. L'étude MGEX qui avait été dirigée par Tarek Charchar était une vaste étude dans laquelle la dimension psychologique a été explorée chez 44 patients atteints de myasthénie gravis. Et avec mon équipe, nous avons donc fait une évaluation des patients en termes de dépression, d'anxiété,
d'estime de soi, mais on s'est aussi intéressé à la personnalité et à d'autres dimensions de leur vie psychique. Et cette étude a révélé plusieurs choses. Elle n'est pas encore publiée, mais elle va l'être, j'espère, prochainement. Elle a révélé que presque 30% des patients souffraient d'un état d'anxiété et puis qu'un certain nombre d'entre eux souffraient des dépressions légères ou modérées. Et puis, cette étude a également révélé un élément qui est très intéressant. On s'est rendu compte, quand on a interrogé les patients sur comment ils expliquaient le fait d'être malade et si à un moment donné, ils avaient construit une théorie sur leur maladie, eh bien, cette étude a révélé un résultat qui est assez marquant. On s'est rendu compte que beaucoup des patients atteints de myasthénie, ils construisent des théories étiologiques sur la survenue de la maladie. Et cette théorie étiologique, qui est complètement irrationnelle, puisque la myasthénie, elle ne peut pas s'expliquer par un choc psychologique, beaucoup des patients liaient l'apparition de la myasthénie à un événement traumatique de leur vie, à une séparation, à un deuil ou à d'autres événements douloureux qu'ils ont pu éprouver. Donc ça, c'est un élément intéressant et important parce que ça montre que le patient atteint d'une maladie auto-immune peut à certains moments élaborer des théories étiologiques qui peuvent être aussi culpabilisantes. Ce sentiment de culpabilité peut être lié à quelque chose que la personne a pu faire, vivre, penser, mais aussi c'est très souvent lié à un événement qui a pu être subi, soit par une séparation, une dispute, un événement grave au sein d'une famille qui a pu engendrer, selon ces théories étiologiques, le début de la maladie. Mais le sentiment de culpabilité est aussi un sentiment qui est souvent retrouvé chez des patients atteints de toute maladie chronique, pas seulement chez les patients atteints de myasthénie, parce que le patient finalement il se sent coupable de ne pas pouvoir assumer ses responsabilités, de ne pas pouvoir être comme il a été dans le passé, d'être fatigué. C'est quelque chose qui est très souvent retrouvé chez les patients que la fatigue, par exemple, qui est une des conséquences de la maladie, peut être vécue dans la culpabilité. Parce qu'on ne peut pas faire des grandes promenades, parce qu'on ne peut pas sortir ou aller danser avec son mari, parce qu'on ne peut pas sortir faire du vélo avec ses enfants. Pour des multiples raisons, il peut s'installer un sentiment de culpabilité qui est souvent délétère. C'est un sentiment qui est très fort, la culpabilité. Alors, dans mon cas, mais j'imagine que c'est pas exclusif, je suis maman. Donc, il y a à la fois la culpabilité par rapport au conjoint, parce que par définition, il va porter plus de choses, concrètement, très concrètement. Il y a des choses qu'il va faire à la maison, porter au sens physique d'ailleurs du terme et pas uniquement. Et puis pour les enfants, à certains moments, on a la volonté d'éviter à tout prix, en tout cas c'était mon cas, qu'ils deviennent aidants et qu'ils deviennent à faire des choses pour nous au quotidien et d'inverser les rôles en fait entre parents et enfants. Et puis aussi on plombe quand même un peu l'ambiance à la maison à certains moments avec des annonces qui sont difficiles. Donc la culpabilité elle existe, elle se travaille, c'est aussi la valeur de l'accompagnement psychologique. Ça permet aussi de voir comment on va nommer les choses. Par exemple de dire à son enfant merci de m'aider, etc. Mais ça, c'est pas à toi de le faire, je vais le gérer autrement. Ou de pouvoir, là, tu m'as bien aidé, la prochaine fois, je ferai différemment. Enfin, voilà, de pouvoir nommer simplement les choses. La myasthénie, il n'y a aucune raison pour que la myasthénie perturbe le sommeil, mais un patient myasthénique peut souvent avoir des troubles du sommeil. Pourquoi ? En raison de l'anxiété, en raison des états d'angoisse, des préoccupations, des soucis qu'il peut avoir, qui sont en lien avec la maladie, qui peuvent être en lien avec tout autre événement des vies.
parce que c'est pas parce qu'on est myasthénique qu'on n'a pas d'autres soucis. Donc, mais il n'y a pas une relation directe entre la myasthénie et l'insomnie. Par contre, il y a des patients qui peuvent être hypersomniaques, qui peuvent être très fatigués et qui peuvent avoir des troubles du sommeil en général. Mais voilà. Il n'y a aucune raison de penser que la myasthénie interfère avec la fonction cognitive. Par contre, les déficits visuels et auditifs peuvent créer des déficits de la mémoire verbale et la fatigue peut entraîner quelques troubles attentionnels. Dans la myasthénie, la gestion de la fatigue est complexe, mais on peut dire d'une part que pour la gestion de la fatigue, un des points les plus importants, c'est connaître ses limites. Et beaucoup des patients dépassent les limites et se mettent dans des situations d'hyperactivité et pour se sentir après épuisés parce qu'ils ne savent pas contrôler les efforts qu'ils peuvent fournir pour ne pas payer en quelque sorte les conséquences par la suite, par une fatigue intense. Donc trouver l'équilibre entre ces capacités, anticiper les difficultés qui peuvent survenir suite à un effort qui peut entraîner une fatigue considérable par la suite. Et tout ça, ça demande aux patients, vous voyez, de réguler, d'anticiper. C'est comme s'il devait faire une formule tous les jours pour savoir combien il allait investir dans chacune de ses activités. Et tout ça, il faut saluer la vie des patients parce que ça leur demande quand même un énorme effort et un combat permanent entre l'envie de faire et la conscience aiguë que faire certaines choses peuvent entraîner des conséquences. Je peux faire des sorties physiques, mais je sais qu'après, je vais être fatiguée, je vais avoir besoin de repos. Enfin, je sais que je peux faire, mais avec du repos derrière. Parce que sinon, je vais être trop fatiguée. Des sorties avec mes amis, qui sont un peu... Quand on fait des jeux, enfin, du paintball par exemple. Moi j'aime bien les jeux un peu. Et quand je suis fatiguée, ça serait bien de ne pas le faire, quoi. Même si j'ai envie. Il faut quand même que je fasse bouger mon corps. Il faut pas que je reste toute la journée assise ou couchée. Il faut que je bouge. Si je vais trop loin, j'ai des grosses douleurs, surtout au niveau des cuisses. Et la fatigue aussi. Je comprends rien quand on me parle, je demande de répéter 20 fois. 20 fois après, j'aurais toujours pas compris. Alors moi, je suis une femme d'anticipation. J'aime pas aller à l'hôpital. Donc si on peut éviter d'y aller, je déteste aller à l'hôpital aussi. Donc voilà ce qu'on fait. On utilise tous les outils qu'on a pour éviter la crise. Donc quand je vois que Jade commence à être essoufflée au moindre petit pas qu'elle va faire, ou quand je vois qu'elle va être fatiguée, ou qu'elle va tout casser, tout faire tomber, ou qu'elle se casse la figure dans les escaliers, là on met en place le repos. Le repos, le repos, le repos. C'est hyper important parce que sinon, on va à la crise et le but, c'est pas de finir à l'hôpital. Il y a 3 types de coping. Coping, ça veut dire faire avec. C'est un mot anglais qui explique que coping, to cope, faire avec. Et il y a en général 3 styles de faire avec la maladie. Soit on est complètement suradapté à la maladie, c'est une des manières, on vit pour la maladie. On est complètement adapté à elle-même. L'autre type de coping, c'est de vivre contre la maladie, c'est-à-dire la refuser, être en colère, résister à la maladie, mais sur une forme négative, se sentir puni et haïr la maladie. Et le troisième, que c'est finalement le coping qui est les plus économiques psychiquement, c'est les vivre avec la maladie, sans être ni suradapté,
ni vivre contre la maladie. Le vivre avec ces copines salutaires qui permet de continuer à vivre, à faire des projets et à se construire dans la vie malgré la maladie. Disons que déjà, avec l'entourage ou certains voisins, on comprend pas. Des fois, on voit Enzo en fauteuil, des fois pas de fauteuil. Donc, je passe pour la maman qui met son fils en fauteuil, parce que souvent, on me dit, mais il est dans son fauteuil, mais il en a pas besoin, il marche. Donc, on a beau expliquer, on dit, mais non, il marche, il a rien. C'est compliqué d'expliquer cette maladie. Elle est invisible parce que beaucoup des symptômes de la myasthénie ne sont pas observables par autrui, et en particulier la fatigue. D'autres peuvent l'être, les ptosis ou les changements de la voix ou les troubles vulvaires peuvent être observés par d'autres, mais la fatigue est un symptôme qui ne peut pas être mesuré par l'autre. Comme il y a quelqu'un qui disait que la fatigue et la douleur sont les deux choses qu'on ne peut pas faire partager à autrui. Et concernant cette fatigue et l'invisibilité des éprouvés corporels chez des patients myasthéniques, eh bien, ils peuvent être source d'incompréhension, de grandes tristesses, parce que l'entourage leur envoie l'image de quelqu'un qui n'a rien et ils peuvent l'accuser de faire du cinéma. Et rien ne peut faire sentir un patient myasthénique un sentiment de solitude que ce type de réaction de l'entourage. Parce que là, il y a un gap qui s'est créé entre ce que le patient vit et ses miroirs. Ce regard qui peut être un regard accusateur, plein d'incompréhension. Donc, ce qui fait énormément souffrir les patients. Face à une maladie invisible, il est très important d'informer les autres. Et il y a des fiches, il y a des vidéos telles que vous faites. Vous voyez, ça va servir à faire circuler. On ne peut pas le publier dans un journal, mais quand on est à l'école et qu'on peut montrer une vidéo comme celle que vous allez faire, ça va aider. Ça va énormément aider.